Michel Herman, bonsoir. Vous êtes écrivain, philosophe et vous publiez Au bout de la colère, réflexion sur une émotion contemporaine chez Plomb. C'est frappant parce qu'on parle beaucoup, enfin Emmanuel Macron parle beaucoup de bienveillance. Vous dites non, le sentiment de l'époque, c'est la colère. Oui, je crois qu'il y a deux affects qui dominent l'époque. Il y a la bienveillance d'un côté Ouais. et il y a la colère de l'autre. Et qu'est-ce que c'est que la colère? La colère, c'est une émotion, sans doute la plus archaïque. Comme toute émotion, elle nous embarque, elle nous emmène avec elle, elle nous surprend. Et ce qui est un peu contradictoire avec la bienveillance, bien évidemment, c'est que la colère est une émotion qui a toujours été, au fond, bannie. À la fois par la philosophie, les religions, Alors, par le vivre ensemble. ouais, vous dites, attendez, dans les pays latins, elle est acceptée. Vous parlez du droit à la colère. C'est en Grande-Bretagne où un gentleman se doit de dominer sa colère, non? Vous dites, elle est différemment acceptée selon les latitudes. Selon les sociétés, selon les histoires des sociétés, elle prend des formes différentes, bien évidemment. Elle est beaucoup plus appréciée, je dis appréciée à dessein, parce qu'il y a quelque chose presque de plaisant parfois à se mettre en colère. Dans les pays latins, elle est, semble-t-il, dominée dans les pays anglo-saxons, c'est le fameux gentleman, Ouais. mais le gentleman, par au fond sa manière de dominer ses émotions, en particulier à propos de la colère, n'est-ce pas parfois une manière encore plus dominante, plus agressive, plus méprisante de s'adresser à autrui? Alors, il y a deux types de colère. Il y a la colère collective, qui se transformera en forme politique, en force politique, même en terrorisme. Hein. Et puis, il y a la colère individuelle. Alors, dites-vous, celle-là, dites-vous, elle isole. Et c'est vrai qu'on est tous frappés. C'est l'automobiliste qui entre dans une fureur noire, dans une colère, et qui sort de sa voiture parce qu'on lui a grillé une priorité. Pourquoi? Alors racontez-nous, pourquoi? Parce que vous l'expliquez. Pourquoi est-ce qu'on se met en colère à ce point quand on nous grille une priorité? Je crois qu'on est dans une société de plus en plus individualiste. Et Ouais. le chauffeur dans sa voiture, c'est une sorte de petit roi qui est isolé, au fond. Il voudrait qu'autour de lui, pratiquement, il n'y ait personne. Et donc, la moindre frustration crée une sorte de sentiment, alors je dirais d'irritation plus que de colère. Ouais. C'est le premier stade de la colère, je crois que c'est l'irritation. On est irrité pour un rien aujourd'hui, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que toute la société nous l'explique. Il y a d'ailleurs une publicité cosmétique qui nous explique très bien, parce qu'on le vaut bien. Et donc l'individu roi dans sa voiture, il a l'impression qu'il a tous les droits. Et surtout, on a l'impression que la personne qui vous grille la priorité l'a fait à dessein. Alors, Qu'elle se moque de vous. On est un peu parano, non? oui, on devient un peu parano parce que le paradoxe de la colère, c'est qu'a priori, la colère n'a pas d'intention première. C'est une émotion, encore une fois, elle nous saisit. Ouais. Mais en même temps, chaque fois qu'on la ressent, on pense que c'est l'autre qui l'a provoquée, que l'autre nous en veut, en quelque sorte. Ça, c'est le phénomène d'emportement. Et je crois que c'est finalement le premier état de la colère. On est emporté par la colère. Et puis une autre colère, qui à mon avis me paraît plus saine, c'est celle qui nous embarque. La colère qui nous embarque, c'est pas celle qui naît d'une frustration, c'est celle au contraire qui nous donne une énergie. Une énergie pour faire les choses, une énergie pour vivre. Il faut de la colère pour un sportif de haut niveau pour atteindre son but. Il faut de la colère pour faire de la politique. Il faut de la colère, dites-vous, pour devenir président de la République. Est-ce que Emmanuel Macron n'est pas devenu président parce qu'il était en colère contre Manuel Valls? On l'a dit, on l'a vu. Moi, il me semble qu'effectivement, le jour où Emmanuel Macron a été quasi humilié en public à l'Assemblée nationale par Manuel Valls, qui l'a tensé à propos de propos qu'il aurait tenus, ça a sûrement été un élément moteur dans sa décision. Mais il en va de même, vous savez, Donald Trump. On dit que Donald Trump, finalement, s'est lancé dans la campagne présidentielle contre Obama lorsqu'il a été humilié lors d'un dîner de gala par le président Obama. Qui imaginait la Maison-Blanche clinquante en lingots d'or si, dans les rêves les plus fous, Donald Trump venait à être élu président. Absolument. Et du coup, il s'est dit, je vais le faire. Eh bien, je vais le faire. Et puis même, je crois il s'est moqué de lui en disant « le Donald pense que ». Enfin, vous voyez, et le Donald a réagi. Donc, il y a effectivement quelque chose de l'ordre de l'énergie dans la colère. C'est la raison pour laquelle c'est une émotion, l'émotion la plus archaïque. C'est l'émotion, au fond, qui a quelque chose de biologique. Alors, la colère, dites-vous, naît d'une attente qui ne sera pas satisfaite, donc ça va être la frustration. Est-ce que ça peut, vous parliez de Donald Trump, ça peut expliquer les mouvements qu'on appelle populistes chez nous? C'est ce que vous expliquez un peu dans votre livre. Alors, moi, je crois qu'on vit une époque, effectivement, où la politique se fait beaucoup avec les affects et les émotions.
Il suffit de nous souvenir, en France, de la dernière campagne présidentielle. Cette campagne a été une campagne affective au plus haut point. Lorsqu'on se souvient par exemple de la campagne de 2007, c'était une campagne quasi compassionnelle. Les candidats s'intéressaient à la France qui souffre, la France qui se lève tôt. Je me souviens, au fond, d'une manière au fond d'aimer les électeurs d'un amour égal. Bon. La campagne de 2012 a été quasiment une campagne de noms d'oiseaux. Et les noms d'oiseaux, le futur président, d'ailleurs, n'a pas été celui qui était le plus ménagé, par ses amis et par ses adversaires. Flamby, capitaine de pédalo, etc., etc. Le président sortant était presque un délinquant pour certains. Mais cette colère insultante était au fond médiatisée par des mots. En revanche, l'année dernière, en 2017, on a eu une colère finalement qui a occupé tout l'espace politique. Le dégagisme, voilà, parce que vous dites, la rage de Philippe Poutou. Dans les médias, on parle sans arrêt de salariés en colère, des bonnets rouges en colère, des cheminots en colère. Et tout cela, eh bien, au fond, les partis populistes canalisent cette énergie et le transforment en parti politique. Alors, les partis populistes canalisent cette énergie parce que le mot colère est un mot affectif et pas un mot rationnel. Ouais. Le mot colère remplace au fond le mot revendication ou le mot injustice. Si bien qu'on dit que les gens ne sont pas en grève mais sont en colère. Ouais. Et donc le populisme a besoin d'un chef charismatique. Et ce chef charismatique, que ce soit Donald Trump aux États-Unis ou que ce soit Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon en France, par exemple, ont besoin de la colère au fond pour mobiliser. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon le dit très ouvertement, il l'a reconnu très ouvertement, je crois, lorsqu'il a commenté ses propres propos après la campagne. Et puis, son parti utilise cette technique sociologique d'un sociologue américain qui consiste à aller voir les gens, non pas pour leur demander ce qui ne va pas, non pas pour leur demander qu'est-ce que l'on pourrait faire pour eux, mais pour leur demander ce qui les met en colère. Et ensuite, on récupère cette énergie et on s'appuie dessus pour être élu. D'ailleurs, vous dites que ces partis populistes visent non pas à exercer, mais à conquérir le pouvoir. Ils sont très forts là-dessus. Absolument, absolument. Le populisme, c'est une conquête de pouvoir, c'est une stratégie de conquête du pouvoir. Mais ça n'est pas une stratégie de son exercice. Au XXe siècle, cette colère, elle était canalisée par les partis marxistes et léninistes qui ont disparu et elle était orpheline, elle était devenue orpheline un peu. Alors, absolument. Ce qui est intéressant quand on regarde, par exemple, la rhétorique des partis marxistes et léninistes et même des partis sociodémocrates, c'est que tous leurs propos, du genre le socialisme n'ira pas sans les droits sociaux, ni les droits sociaux sans le socialisme, c'est une citation de Lionel Jospin d'il y a quelques années qui m'avait frappé. Bon, eh bien, c'était une manière, au fond, non pas de théoriser, mais de donner un contour acceptable à la colère. C'est une manière de la métaboliser. Et cette colère, dites-vous, elle est aussi d'une certaine façon à l'origine de l'islamisme radical, vous écrivez, qui exploite, donc l'islamisme radical, le sentiment d'humiliation des peuples arabo-musulmans qui, un temps, ont dominé une partie du monde occidental et oriental, mais ont perdu dans la modernité une grande partie de leur hégémonie. Oui, ça c'est une colère politique plus que politique, c'est une colère géopolitique, là c'est même une colère quasiment de civilisation. Mais ça nous fait comprendre qu'à l'origine de la colère, il y a d'autres émotions. La colère n'est pas une émotion immédiate, la colère est composée par autre chose, l'humiliation, la tristesse, l'attente déçue, etc., etc. Et là on a un exemple effectivement frappant de colère avec l'islamisme. C'est d'ailleurs tout à fait revendiqué par les différents chefs islamistes. Cela a été par Ben Laden, cela a été encore plus récemment par les islamistes à Raqqa. Même si la colère, parce qu'on en parle finalement avec comme quelque chose qui catalyse une émotion négative, elle peut aussi avoir une émotion positive. Au lendemain des attentats justement du Bataclan, cette colère, ça a été je suis Charles. Alors c'était pas, ça a été une manifestation de solidarité. Il n'y a pas eu de mouvement violent à l'égard des musulmans, etc. Alors, dans l'espace démocratique, la colère n'est, sauf avec les populistes qui essayent de retourner la donne, mais dans l'espace démocratique, la colère n'est pas recevable, elle n'est pas acceptable, elle n'est pas représentable. C'est la raison pour laquelle, après les attentats de janvier 2015, il y a eu cette... Je suis Charlie, cette manifestation finalement de solidarité. Mais cette solidarité, elle était une manière, au fond, de se tenir chaud contre la barbarie, en quelque sorte. Et ces moments de solidarité passés, ces moments finalement d'amitié civique passés, on a vu apparaître la colère. La plupart des enquêtes qui ont été faites auprès des Français le disaient. Voilà, Au bout de la colère, réflexion sur une émotion contemporaine, c'est chez Plomb.
Merci beaucoup, Michel Merci. Ormand. Vous restez tout de suite avec nous à suivre. C'est dans l'air.